Tous et à toutes. Nous sommes donc le mercredi 22 août et donc c'est la deuxième session de questions-réponses organisée donc au sein des bureaux de la Golden Globe Race cette fois parce qu'on voulait le faire dehors mais il y a pas mal de vent. On voulait le faire dehors parce que aujourd'hui c'était l'arrivée d'un bateau qui est une réplique d'un galion espagnol. Et c'est assez marrant parce que c'était les bateaux qui étaient utilisés notamment par Magellan, qui est le premier homme à avoir fait un tour du monde à la voile. Et donc c'était comme ça, une petite référence, une de plus symbolique, après tous les bateaux historiques à avoir fait le tour du monde qui sont passés sur les pontons du Vendée Globe. Et ben là on en a un nouveau qui est historiquement le plus ancien, et voilà, là on pourra plus aller plus loin que ça. Les nouvelles de la semaine, bah, écoutez, la grande nouvelle, c'est que la Golden Globe Race 2022 eh ben, vient d'être annoncée et donc les inscriptions sont ouvertes. On a déjà près de 70 personnes qui s'intéressent très sérieusement à la course. On a même Robin Davey qui est là parmi nous et qui était un des concurrents engagés sur cette édition, mais qui était en retard sur son programme et qui a manqué le départ à peu près de 2 mois dans son programme de préparation. Et voilà, donc il est là avec nous et il fera partie de la prochaine édition. Donc pour s'intéresser aux questions qui nous ont été posées cette semaine, on va commencer par Guy Aubonnet qui demande si les vitesses indiquées sur le tracker, quand on clique sur donc les bateaux qui sont matérialisés sur le tracker de la course, comment sont calculées ces vitesses-là. Donc c'est des points qui sont calculés toutes les 4 heures, donc entre chaque session de 4 heures, ben voilà, il y a 2 points qui sont posés et la vitesse est calculée en fonction de la moyenne entre ces 2 points. Il était étonné de voir des vitesses qui dépassaient les 7 nœuds, ce qui est une vitesse relativement élevée pour les bateaux de la Golden Globe Race. Mais c'est effectivement la vitesse objective, notamment de Jean-Luc Vandenette, qui glisse en ce moment sur le dos d'une dépression, et en plus qui est accompagné par la houle, et le vent est 3/4 arrière. Donc ces bateaux-là ils peuvent atteindre des vitesses relativement importantes par rapport à leurs caractéristiques techniques dans ces conditions-là. Donc voilà, pour revenir à cette question sur donc le tracker, quand on clique sur le petit bateau qui est matérialisé par un petit triangle en gros, ça donne la vitesse toutes les 4 heures. Deuxième question de Stéphane Eddy qui s'inquiétait un petit peu des soucis d'énergie de Tapio. Là, il faut savoir que Tapio, depuis plusieurs semaines maintenant, a des soucis d'énergie relativement sérieux. Son moteur est complètement out de la course jusqu'à la fin. Là, donc ça, il ne peut plus compter dessus. Les panneaux solaires apparemment ont un rendement relativement faible, mais il compte beaucoup sur son comment dire sur le générateur électrique qui donc est une petite pièce qui se met à l'arrière du bateau et qui permet de produire de l'énergie à mesure que le bateau avance. Et là, il avait une petite pièce qui lui manquait. Il l'a trouvée sur une des petites hélices de rechange qui l'avait embarqué à bord. C'était scotché sur cette petite pièce-là. Donc, il est très confiant dans sa capacité à pouvoir continuer à faire la course avec cette petite réparation. Et ensuite, donc Stéphane Eddy demandait est-ce qu'il peut continuer à faire le tour sans énergie. Alors, il peut continuer à faire le tour sans énergie, il n'y a rien qui l'interdit dans le règlement. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Soueli en 1969 à l'époque. Simplement, il peut utiliser ce petit objet qui s'appelle le YB3 et qui sert à envoyer notamment les messages, mais ça sert aussi à envoyer la position éventuellement. Et à partir du point où il est actuellement, si il utilise cet objet-là une fois par jour pour envoyer sa position, il aura assez de batterie pour aller jusqu'au Sable d'Olonne. Donc ça nous permettra de le suivre. Et si jamais, par hasard, cet objet-là aussi se tombait en panne, écoutez, il continue la course de toute façon, et puis on le verra arriver au Sable d'Olonne à un moment donné. Donc il n'y a rien qui l'interdit de continuer la course sans aucun moyen d'énergie. Troisième question et deuxième question de Stéphane Eddy.
Philippe Péché va arriver à Cape Town dans quelques jours. Y aura-t-il sur place des membres de son équipe avec le matériel nécessaire pour une réparation rapide? Alors ça, on n'en sait rien, on n'a pas d'informations là-dessus. On sait que Philippe Péché, il a envoyé un message là tout à l'heure disant qu'il allait vers Cape Town, donc ça c'est acté, il va vers Cape Town. Par contre, on ne sait pas ce qui a été prévu par son équipe sur place, si quelque chose a été prévu ou non. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la Golden Globe Race, on a un partenaire technique qui s'appelle Geg Pindar et qui s'occupe de toute la logistique sur la Volvo Ocean Race. Et lui, il sera là, prêt à l'accueillir et à offrir un soutien logistique et technique si il en a besoin. Donc pour l'instant, voilà, on en est là. Pour ce qui concerne maintenant Stéphane Eddy, sa troisième question, il demande VDH va entrer dans l'Indien, quand sera-t-il à Hobart? Donc nous, selon les prévisions qu'on a fait, ça serait aux alentours du 16 octobre, et c'est des prévisions qui ont été confirmées par Jean-Luc. Lui, il arrive à peu près aux mêmes conclusions. Donc ça va être bientôt, hein, c'est dans un peu plus d'un mois et demi. Ça va être relativement rapide, et ce qui permet aussi de s'imaginer que les concurrents reviendraient au Sable d'Olonne aux alentours du début du mois de février. Donc un peu en deçà des prévisions qu'on avait imaginées. Donc voilà un petit peu pour les dernières questions qui m'ont été posées en français. Il y avait des petites questions aussi qui avaient été posées à Don McIntyre et que j'avais relevées un petit peu pour éclairer aussi le public français par rapport à ces questions posées à Don et qui concernaient en fait la récupération de l'eau. Il faut savoir que les concurrents partent avec en moyenne 250 ou 300 litres d'eau. Mais ça ne peut pas représenter un volume suffisant pour faire le tour du monde. Donc ils sont censés récupérer de l'eau au cours de leur parcours. Il s'avère que la descente de l'Atlantique, à la fois nord et sud, a été très peu généreuse en eau, et à tel point que ça inquiète les coureurs. J'ai eu Loïc Lepage ce matin au téléphone qui me faisait la confidence qu'il se réserve le droit de s'arrêter à Cape Town parce qu'il n'a pas réussi à récupérer suffisamment d'eau selon lui pour attaquer sereinement le Grand Sud. Il lui reste à peu près 120 litres d'eau. Et c'est vrai que bon, s'il n'en récupère pas d'ici la fin du parcours, ça va être très très léger, quoi. Donc il se rationne déjà et ça l'inquiète. Alors les techniques qui sont utilisées par les coureurs, alors je ne vais pas être exhaustif, mais je peux en évoquer certaines. Il y a notamment Suzy Goodall qui a mis en place un système au niveau de sa casquette en dur, un petit système de gouttière qui permet de récupérer de l'eau. Si je me souviens bien, Nabil Amra avait installé le même type de système également. Il y a d'autres techniques qui consistent en fait à affaler un petit peu la GV pour créer une rigole et en fait après récupérer de l'eau avec des seaux, où il y a même des systèmes qui permettent aussi pour être encore plus efficace, d'utiliser des tuyaux qui vont jusque dans le fond du bateau et qui remplissent donc les réservoirs. Donc, vous voyez, c'est ça essentiellement les techniques. Et il demandait aussi si la difficulté, ça n'allait pas être aussi de récupérer de l'eau dans le sud, sachant que l'univers étant beaucoup plus hostile et beaucoup plus salin, il n'allait pas avoir un mélange un petit peu d'eau salée et d'eau douce. Ben, effectivement, ça, c'est une difficulté auquel vont s'affronter les marins aussi. Mais bon, Sir Robin Knox Johnston était passé à travers ces difficultés-là en son temps. Donc on peut imaginer que voilà, c'est possible. Donc voilà en gros pour l'ensemble des questions qu'on a eues cette semaine. Bon, c'était relativement léger. N'hésitez pas à en poser autant que vous voulez. J'essaierai d'y répondre autant que possible dans la mesure de mes connaissances et de mon temps de préparation, parce qu'on manque pas mal de temps dans l'équipe de la Golden Globe du fait qu'on n'est pas très très nombreux. Enfin bref,
on fait de notre mieux pour essayer de vous renseigner sur toutes les petites zones d'ombre qui peuvent exister. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site de la course et sur la page Facebook, notamment par rapport à la question aussi de la remontée de la limite qui a été instaurée par la direction de course. Vous voyez cette petite ligne noire là représente la zone en deçà de laquelle les bateaux n'ont pas le droit d'aller. Il s'avère qu'elle a été relevée un petit peu là il y a 2 jours maintenant par Don McIntyre parce que les bateaux en fait sont arrivés un peu plus tôt que prévu donc dans cette zone qui est encore très très agitée. Hein. C'est le début du printemps voilà, dans le Grand Sud et les tempêtes sont encore très, très féroces. Et ce qui se passe, c'est que dans ces zones-là, on a des convergences de courants et notamment de courants qui peuvent aller contre le sens du vent. Et dans ces zones où le swell est bien prononcé, ça peut créer des vagues déferlantes, évidemment, qui sont source de risques et de chavirage potentiel. Donc, il y a eu un petit, il y a eu comment dire, les équipes enfin en tout cas les skippers de la Golden Globe Race ont été prévenus de cette configuration et on leur a envoyé des informations concernant les zones à éviter. Et Jean-Luc Vandened est pile poil dedans en ce moment, mais enfin il devrait passer un petit peu en dessous. Et de toute façon, voilà, il sait comment gérer ce genre de situation. Mais c'est pour dire que voilà, le fait que les bateaux soient arrivés un petit peu en avance par rapport au planning prévu a obligé l'organisation à relever un petit peu cette limite en deçà de laquelle ils ne peuvent pas aller pour les préserver du plus mauvais temps. Donc voilà pour les dernières nouvelles de la Golden Globe et les dernières questions. Et puis bah écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles réponses dans la mesure du possible. Voilà, merci beaucoup. Yeah.